oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Panel, bienvenue au Merci. Frenchcast. Merci. Merci de m'inviter. C'est super la fin. Alors, t'es ici juste pour quelques journées? Ouais, je suis de passage à Montréal. Tant qu'à être, je me suis dit pourquoi pas passer, ça me ferait énormément de bien. Puis je suis super content que ça donne. Puis, tu pratiques-tu maintenant? T'es-tu un avocat à temps partiel? À toi, qu'est-ce qui se passe avec? Non, maintenant, à temps plein, je suis étudiant à la maîtrise. Alors, Ok. j'ai été avocat pendant... je suis encore avocat au sens que je suis encore membre du barreau de New York. Je précise, je suis pas membre du barreau du Québec, mais je travaillais à New York, alors je suis membre du barreau de New York. Je suis encore membre du barreau de New York, je suis encore avocat, mais je ne pratique pas présentement. Je suis à la maîtrise à Londres. OK, cool. C'est ça que je voulais savoir. Puis, à New York, comment ça se passe maintenant pour toi? Comme tu as fait les deux, qu'est-ce que tu vois dans les deux, Québec, New York, les États-Unis, Canada? C'est quoi la grande différence que tu vois maintenant entre nous? C'est compliqué à dire. Je pense qu'une des choses qu'on réalise souvent mal quand on est à l'extérieur des États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est pas une chose. Les États-Unis, c'est pas une culture. On peut pas dire les Américains sont comme ça. Non. Les États-Unis, c'est politiquement, c'est 50 pays qui sont tous attachés dans un trench coat. Genre, c'est un peu je pense que c'est une bonne représentation. Ouais. Culturellement, j'ai déjà vu, il y a des sociologues qui ont évalué les États-Unis, c'est comme ces 13 nations différentes, essentiellement. Tu as comme New York, c'est sa propre affaire, mais le New England, par exemple, au sens culturel, sociologique, c'est une nation qui est très différente que, par exemple, un autre, que des fois on appelle le El Norte, qui est le sud de la Californie, le sud du Texas. Ça, ils vont dire ça, sociologiquement, c'est une nation différente. Alors, moi, j'ai jamais vécu au Texas. Je peux pas dire c'est quoi, là, le Texas. C'est nice le Texas, j'aime ça. Je suis sûr. Mais ce que je peux comparer entre New York versus le Québec, une des choses qui me frappe en premier, c'est la proximité sociale qu'on a au Québec. Elle est... Je veux dire, j'ai vécu à New York, maintenant je vis à Londres. Au Québec, on a une proximité sociale qui est beaucoup plus prononcée, qui est beaucoup plus claire. Tu sais, c'est le commis au dépanneur et puis le PDG multimillionnaire vont s'aborder d'égal en égal beaucoup plus au Québec que ce qu'on va voir ça à New York ou à Londres. Ça, c'est définitivement, selon moi, une des grosses différences culturelles. New York, c'est une ville d'extrême. T'as la richesse extrême à côté de la pauvreté extrême. T'as l'extrême gauche à côté de l'extrême droite. Toutes les extrêmes se côtoient, ce qui fait une espèce de société un peu schizophrène des fois. Tandis que j'ai l'impression qu'au Québec, même s'il y a des idées très différentes qui existent au Québec, la cohésion sociale est beaucoup plus prononcée au Québec. On est beaucoup plus capable de se modérer vers une espèce de vivre ensemble qui fait pas toujours l'affaire de tout le monde, mais que tout le monde est capable de dire « OK, ça c'est bon, c'est pas exactement ce que je veux, c'est pas exactement ce que tu veux, mais le compromis, ça va être ça, puis on va avancer. Puis on va continuer à se chicaner, on va continuer à avoir des débats, mais dans notre vie de tous les jours, c'est pas ça qui va définir la façon qu'on interagit ensemble. » Est-ce que tu vois une raison pour laquelle on est comme ça, en comparaison de nos voisins? Souvent, je me dis... Je suis certain qu'à quelque part, la base culturelle pour ça, c'est l'hiver, c'est le froid. Parce que, tu sais, quand il fait moins 30, là, on s'en fout des opinions politiques de quelqu'un. Il fait froid, puis il faut qu'on s'entraide, sinon on va mourir. Fondamentalement, si on remonte il y a 200 ans, la fenêtre de ton voisin pète en plein milieu de l'hiver, ben il faut que tu ailles l'aider parce que sinon, tu vas le retrouver mort dans 3-4 jours. Ça crée une obligation de compromis puis d'entraide que je pense, après ça, se trouve un peu partout à travers le reste de notre culture. Chose qui n'existe pas nécessairement, je veux dire, à d'autres endroits dans le monde où si ça a déjà existé, ça s'est beaucoup effacé parce que c'est peut-être des endroits qui sont beaucoup plus éloignés de cette réalité-là, chose qu'on l'est un peu moins ici. Puis toi, est-ce que tu étais toujours un homme international? T'aimes ça? Parce que tu voyages quand même beaucoup. Tu vis à New York, maintenant Londres. T'es-tu toujours quelqu'un qui est comme, chez nous, c'est où je veux être pour le moment? Ou t'étais-tu quelqu'un que, au début, t'es comme, non, moi, je veux rester ici, créer quelque chose, puis après, avec la vie, puis tout ce qui est changé, t'es devenu un peu nomade. Comment est-ce que c'est passé? Parce que c'est quand même, moi, je voyage beaucoup,
Puis même juste en voyageant, je me fatigue, puis je suis comme, je peux-tu vivre ici, je peux. Puis toi, tu le fais vraiment. T'es comme, non, je vais être ici pour un peu, je vais être là-bas. Alors, c'est comment que c'est arrivé tout ça? C'est arrivé un peu par accident. Pour moi, quand je pense à chez moi, Ouais. c'est le Québec. Même spécifiquement, c'est la région de Québec. J'ai grandi là, puis pour moi, je sais que c'est là que je veux mourir. Mais que je souhaite encore très, très loin dans l'année. Mais entre-temps, entre maintenant et ça, je suis arrivé à une espèce de croisée des chemins il y a peut-être 10 ans où j'avais un bon emploi. J'étais ingénieur, je travaillais pour une compagnie dans le parc technologique à Québec qui faisait des choses exceptionnelles. Mais je ressentais c'est dur à décrire, mais les gens qui le ressentent, dès que je ressentais là, ils se comprennent. L'espèce d'appel ou le désir, c'est probablement le même genre de choses qui pousse les oiseaux migratoires à commencer à voler vers le sud en hiver. Je peux pas le décrire, mais j'avais l'impression, le besoin de sortir juste pour voir. Et puis je pense qu'aussi, je voulais beaucoup voir comment ça ressemblait le Québec de loin. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es dans la forêt, c'est difficile de voir la forme de la forêt. Si tu es dans une forêt, par exemple, tu regardes autour de toi puis c'est juste des chênes, tu peux dire, c'est une forêt de chênes, sauf que tu ne réalises pas que c'est parce que tu es sur une montagne puis les chênes, ça pousse dans une montagne. Si tu descendais dans la vallée, ce serait un différent type d'arbre, mais c'est la même forêt. Il faut que tu sois loin pour pouvoir voir quelque chose dans son ensemble. Et puis, je pense que ça figurait beaucoup dans ma pulsion de sortir pour mieux me comprendre moi-même avec cette relation-là avec le Québec, et puis aussi pour mieux comprendre le Québec. Aussi absurde que ce soit de dire qu'il faut que tu ailles à l'étranger pour comprendre d'où tu viens, mais des fois, voir quelque chose de loin, ça te donne une perspective différente. Puis... Qu'est-ce que tu as vu? Que tu le vois différemment? Comme je disais, la proximité sociale, souvent, les gens me demandent c'est quoi la culture québécoise? Puis il y a beaucoup de gens qui disent que la culture québécoise, c'est le français. Évidemment que le français est un facteur très important, mais c'est pas juste ça. Je veux dire, ils parlent français au Mali aussi. Puis, clairement, le Mali, c'est pas le Québec. La proximité sociale qu'on a au Québec, gros facteur. Le sens collectif qu'on a au Québec, c'est un gros facteur. Généralement, les Québécois, puis ça, c'est pas juste au sens politique. Là. Si tu vas à une gang d'amis québécois, ils vont beaucoup plus être ouverts à trouver, par exemple, ils veulent aller manger au restaurant, ils vont se trouver un consensus qui fait l'affaire de tout le monde beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Puis tu vas pas avoir 3-4 gars qui disent « Ah non, moi, je veux absolument manger une pizza, puis je m'en fous que toi, tu veux des hamburgers. » Le sentiment du ce qui est bien pour nous va aussi être bien pour moi est beaucoup plus clair, beaucoup plus prononcé dans la culture québécoise qu'elle l'est. Là, c'est peut-être que j'étais à New York puis à Londres, 2 endroits où ça l'est très peu développé, je sais pas. Mais comparé certainement aux autres endroits où j'ai vécu, le sens du bien collectif passant avant le bien individuel, beaucoup plus prononcé au Québec aussi. Ça, c'est intéressant. Ça a été ma constatation. Là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais faut que peut-être que si j'allais au Vietnam, j'aurais l'impression complètement opposée. Mais par rapport aux autres endroits où j'ai vécu, qui sont quand même des endroits où on s'entend, New York, ça a une influence énorme sur le Québec. Londres a une influence énorme sur le Québec. Paris a une influence énorme sur le Québec. C'est tous des endroits où j'ai visité pour des périodes de temps quand même appréciables. Ça, je constate que par rapport aux endroits avec lesquels on a une grosse affinité culturelle, ça nous définit de façon différente. Mais tu sais quoi, je vois ce que tu dis parce que à la base, les Américains, si on pense un peu à leur politique puis leur début, c'est un peu plus centré vers les droits de l'individu. Alors, c'est logique un peu que tu le vois comme ça quand tu sors parce que c'est vrai que ici, même au Canada en général, c'est plus vers le collectif. C'est un endroit qui est socialiste plus que beaucoup les plus. Américains. Alors, Ouais. tu as vraiment raison. Si tu le regardes de loin, ça se voit que on a cette différence avec les Américains. Puis c'est intéressant de voir. C'est pas mauvais ni bon, c'est une différence qu'on peut percevoir. Ça, ouais, tu as raison. Si tu le vois d'une autre manière, si je le vois du côté des Américains, on a une perception différente des Québécois puis du Canada en général. Oui. Puis le Canada versus le Québec, est-ce que tu vois une grande différence culturelle, pas juste la langue, mais la manière qu'on voit le monde puis notre futur? Parce que moi, qu'est-ce que j'ai aperçu avec qu'est-ce que je vois en ligne, TikTok, puis les opinions de tout le monde, je vois un Canada puis un Québec beaucoup plus différent de qu'est-ce que c'était ça fait 15 ans. Et je peux pas vraiment mettre le doigt dessus de on va vers où, mais je vois qu'il y a beaucoup de tension. Oui. Toi, comment est-ce que tu vois ça? La première chose, je pense qu'il faut comprendre, c'est que le Canada est encore très jeune.
Correct. Le Canada, je veux dire, le Canada moderne en tant qu'institution sociale et politique a essentiellement été créé à plusieurs phases, là, mais probablement une des phases les plus importantes, 1867. 1867, c'est quand il y a eu le British North America Act, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la loi constitutionnelle de 1867, qui a comme créé le dominion du Canada. Ben, quand ça s'est arrivé, en 1867, le Québec en tant que peuple, en tant qu'institution politique, avait déjà 250 ans. Le Québec est plus que presque 2 fois et demi plus vieux que le Canada. 2 fois et demi plus de temps pour se créer ses codes, ses normes, sa culture, sa façon d'être, pour se métisser aussi, pour se mélanger, pour bâtir ses interactions avec les gens autour d'elle-même. Ça crée une réalité commune qui est beaucoup plus claire. Ça crée une culture commune qui est beaucoup plus solide, beaucoup mieux définie. Ça crée aussi une culture commune. Je veux dire, je pense que fondamentalement, créer une culture commune, il faut 3 choses. Il faut des moments difficiles, partagés pendant longtemps. Le Canada n'a pas encore eu cette chance-là. Le Canada a eu quelques moments difficiles. La Première Guerre mondiale, par exemple. Je veux dire, 1/3 des hommes canadiens sont allés à la guerre. Ça, c'est le plus gros effort de guerre de l'histoire de la Commonwealth britannique. Mais ça n'a pas été soutenu pendant très longtemps. T'sais. Alors, j'ai l'impression qu'une des choses qui fait une des grosses différences culturelles entre, disons, le ROC, le Rest of Canada, et le Québec, c'est que le reste du Canada n'a pas encore eu la chance, n'a pas encore eu le temps nécessaire, n'a pas encore eu les difficultés nécessaires communes pour se créer une identité propre à elle, ce qui fait que la culture canadienne, l'identité canadienne, elle est très multiculturaliste. Et je ne dis pas ça comme si c'était mauvais. Mais c'était-tu toujours comme ça? Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une identité d'un Canadien puis du Canada que, oui, bien sûr, ça fait un collectif de personnes qui ont venu d'ailleurs, mais c'était clair. C'était quoi le Canada puis c'est quoi d'être Canadien? Puis les dernières comme 5 années, c'est comme si ça n'existe pas, ça. On est face au Canada, pas au Québec. Puis le Canada n'est pas vraiment une vraie chose. Ça peut être n'importe quoi, qu'est-ce qu'on veut. Puis pour moi, quand je vois ça de loin, c'est pas dangereux de faire ça dans une culture. Dire, hey, tu sais, qu'est-ce que tu as grandi avec puis tu es fier de ça? Ça n'existe plus. Maintenant, c'est un peu partout, c'est un peu, tu sais, mollo, c'est quoi? Moi, je trouve ça un peu dangereux de faire ça au monde parce qu'ils sont comme, ben, c'est quoi le Canada? Je suis qui, moi? Ils cherchent leur identité. Ouais. Et là, c'est là où tu vois des gens qui rentrent dans des choses un peu extrêmes. C'est ça, quand il y a quelqu'un qui a des doutes puis il n'est pas trop sûr, il rentre où? C'est là où c'est très facile de le prendre puis de l'amener dans une comme vision puis dans une secte un peu plus extrême. Oui, je suis d'accord. Fondamentalement, l'humain, on existe pour vivre en société. Notre façon de concevoir de nous-mêmes, elle n'est pas purement individuelle. On se comprend par rapport à qui on s'associe et puis aussi par rapport à qui on se dissocie. Je pense que ce que tu décris dans ta main est quand même intéressant parce qu'il y a eu intentionnellement de la part du gouvernement fédéral une grosse poussée qui s'est essentiellement terminée, je pense, avec l'élection probablement de Justin Trudeau. Mais les gouvernements qui sont venus avant, particulièrement le gouvernement Harper, mais aussi les gouvernements avant, avaient une grosse poussée pour ce qui s'appelle en anglais le nation building, la création d'un mythe national. Puis ça passait par les minutes de l'héritage, les Heritage Minutes. Ouais. Le gouvernement Harper avait fait une très grosse poussée publicitaire pour la guerre de 1812, voulant recadrer ça comme étant un des moments charnières de la création de l'identité canadienne. Tu sais, que ce soit vrai ou faux, ça, je laisse ça aux historiens, mais une des tâches importantes des gouvernements qui se veulent être des gouvernements nationaux, chose que je pense que le gouvernement Harper voulait certainement être, et les gouvernements canadiens avant voulaient probablement tous l'être un peu, c'est de créer un mythe national qui donne une identité collective unique ou unifiante à un groupe. Et puis j'ai l'impression que, peut-être pas dans les 15 dernières années, mais certainement depuis 2015, le gouvernement canadien actuel ne semble pas être autant intéressé à faire ce genre de travail-là. Puis, je dis travail, puis j'en parle comme si c'était ça, mais n'ayons pas peur des mots, c'est de la propagande. Ouais. Je parle au sens strict du terme, là, pas au sens négatif. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de mentir, mais ils sont en train d'intentionnellement cadrer une compréhension historique, sociale et culturelle de façon à créer une identité à laquelle tout le monde, ou au moins espère, tout le monde peut s'associer. Quand je parle de la différence dans le temps, ben, je veux dire, le Québec a eu 250 ans de plus
à faire ça. Puis ça s'est beaucoup fait de façon beaucoup plus, je pense, organique. Ce qui fait que ce qu'on voit présentement, la dissociation, c'est que quand il n'y a plus l'énergie intentionnelle du gouvernement fédéral pour constamment pousser, développer, encadrer, encourager la création du mythe national, le fait que le mythe national ne soit pas aussi bien ancré dans la réalité culturelle, disons, organique, fait que ça commence à se dissiper. Tandis qu'au Québec, ça, on ne le voit pas parce que la création du mythe national québécois est beaucoup mieux ancrée. C'est développé de façon beaucoup plus organique. Souvent, c'est développé malgré les tentatives des gouvernements dans le passé de le dissiper ou de le recadrer. Ce qui fait que, maintenant, quand il n'y a plus le gouvernement qui est toujours en train d'apporter de l'énergie, l'identité du Québec se maintient et continue à se développer, tandis que l'identité canadienne a un peu plus de difficulté à le faire. Mais est-ce que, pour moi, parce que je vois exactement ce que tu dis, c'est-tu trop difficile pour une nation comme le Canada d'exister dans le futur si on fait ça? Parce que quand je suis allé à Toronto, j'ai vu ça beaucoup. Comme, tout le monde a des plaintes de leur ville, comme à Montréal. On a beaucoup de problèmes avec les nids de poules, les pistes cyclables, tout ça. Ça, c'est normal. Mais on garde que, comme tu as dit, le monde, ils se sent comme des Québécois, puis on a ça. Mais à Toronto, je ne voyais pas ça. C'était beaucoup comme, c'est quoi le Canada? Puis parler des choses qui ont arrivé avec les Autochtones. Puis non, tu peux pas être fier d'être Canadien. Mais je vois pas ici les Québécois dire, tu peux pas être fier d'être Québécois, tu vois. Alors, je voyais ça, puis j'étais comme, c'est intéressant de voir une nation que moi, j'ai grandi, je suis Canadien, j'ai grandi ici, de voir ça comme dans 10 ans ou 15 ans, commencer à s'auto-éliminer. C'est très bizarre de voir ça. Je pense une chose importante ici, il faut dissocier des choses qu'on n'a souvent pas l'instinct de dissocier dans notre réalité moderne actuelle. Il faut dissocier la notion de nation au sens sociologique et l'État au sens politique. Ouais. C'est entièrement possible d'avoir un État qui n'est pas un État national, c'est-à-dire qui n'est pas l'État qui représente une nation au sens sociologique. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est l'Union européenne. Un Allemand n'est pas obligé de se sentir italien pour comprendre qu'il y a un énorme avantage sociologique, économique, militaire, politique à être dans une association étatique, qui est l'Union européenne, avec des Italiens. La difficulté avec ça, c'est que ça devient essentiellement, c'est un contrat, c'est un deal. C'est pas quelque chose que tu fais par espèce d'appartenance émotive, c'est quelque chose que tu fais par intention prudentielle, en se disant, c'est dans mes intérêts d'être dans une association politique avec ces autres personnes-là. Et ça tient seulement tant aussi longtemps que les intérêts de tous sont vraiment bien reflétés. C'est difficile d'encourager les gens à accepter un sacrifice qui ne sera pas nécessairement dans leur meilleur intérêt à temps court pour le bien-être d'un autre groupe de personnes quand ils ne se sentent pas émotionnellement liés à cet autre groupe de personnes-là. Alors, ça, en effet, je suis d'accord. Ça, c'est un gros risque à l'avenir du Canada. Il faut s'assurer que si le Canada est pour continuer à exister, peu importe la forme, il va falloir qu'il y ait une tentative très claire, soit de créer, de recommencer l'idée d'un mythe national, je ne sais pas à quel point c'est encore possible de faire, ou de s'assurer que l'organisation constitutionnelle canadienne reflète réellement les intérêts de tout le monde pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Puis si ça n'arrive pas, l'avenir du Canada, je pense, est toujours en question. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. J'ai vu quelque chose récemment, puis tu es la meilleure personne à qui je peux parler de ça parce que tu es quand même un homme international. Les dernières années, on a un grand pouce partout, les Européens, les Américains du Nord, une grande je veux dire, l'immigration a comme changé un peu, puis on est comme non, on accepte tout le monde, puis Canada, je pense, c'était 1 million dans les dernières 2 années, même quand on a nos crises de logement, job et tout ça, puis on fait ça partout, puis on dit que la diversité puis la masse immigration, c'est notre force, on dit beaucoup ça. Alors, on a rentré dans cette mentalité, c'est ça qu'on a besoin pour le futur. Puis j'ai vu le gars, j'oublie son nom, le gars qui est en charge, de BlackRock. Oui. Puis lui, il parlait à un forum récemment. Puis lui a dit quelque chose, c'était comme, mais ça c'est un peu absurde. Il a dit, tout le monde fait l'immigration. Puis c'était un des gars qui poussait ça. Mais il a dit, les meilleurs dans le futur vont être les pays qui n'ont pas accepté ça, comme le Japon puis tout ça, parce qu'à cause du AI puis machinery, on va avoir moins de jobs. Alors, eux, ils vont utiliser AI puis ils vont vivre d'accord. Mais les autres nations qu'on a accepté trop de monde puis il n'y a pas de ces jobs, on va avoir du trouble. Mais c'est comme ça, c'est les mêmes personnes qui disaient le contraire, ça fait 1 an.
Alors, je vois ça de loin, puis c'est pour ça qu'on a des complotistes, c'est pour ça qu'on a des extrémistes, parce que je pense que le monde qui voit ça puis se fâche, ils sont comme, ben, tu m'as dit quelque chose, ça fait 2 ans, j'ai essayé de faire ça, maintenant tu dis, c'est ça qui va détruire ton pays. Je vois ça, puis je sais pas si c'est par exprès ou non. Toi, tu le vois comment? Parce que toi, au moins, tu parles à d'autres personnes différentes, tu es dans la politique. C'est-tu juste, on est des humains, on fait des erreurs, puis après, on dit, OK, on doit corriger ça? C'est pas, ça rentre pas plus loin que ça? Ben, il y a beaucoup, beaucoup de questions différentes là-dedans. C'est un enjeu complexe. Mais la première chose, je pense que je dirais, c'est la prédire l'avenir. Et puis, on a souvent besoin de croire qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle de ce qui se passe. Puis c'est pas vrai. Puis ça, c'est terrifiant à réaliser ça. Puis ça, moi, je l'ai réalisé quand je suis arrivé à New York. J'ai travaillé dans la haute finance. Il n'y a personne qui est en contrôle. Là. C'est le chaos. C'est le chaos complet. Il n'y a pas de grande vision unifiée. Puis c'est plus réconfortant s'imaginer qu'il existe une intelligence qui contrôle tout ça. Je veux dire, fondamentalement, je pense que l'instinct de croire qu'il existe un cabal d'hommes en veston assis sur des chaises en cuir dans un salon en train de fumer des cigares. Et puis, ce besoin-là de s'imaginer qu'il y a une entité en contrôle, fondamentalement, est la même qui pousse les gens à croire qu'il y a des esprits, qu'il y a des dieux, que tout est contrôlé par une intelligence quelconque. Mais non, c'est le chaos. Là. Il n'y a personne qui est en contrôle. Alors, quand une personne, le CEO de BlackRock, il dit une affaire qui est contradictoire à ce qu'un autre PDG d'un autre groupe a dit il y a 1 an, ça peut être très tentant pour le cerveau humain qui cherche toujours une entité de contrôle à se dire « Ah, ben, ce groupe-là, cette entité-là qui est en contrôle est constamment en train de changer d'idée, mais c'est qu'il n'y en a pas de ce groupe-là. C'est tous des individus qui ont tous des points de vue différents, qui disent des choses différentes, et puis que de temps en temps, ben là, on va écouter lui, puis là, on va écouter lui, puis ils disent des choses qui sont pas pareilles, puis on a l'impression qu'ils sont en train de se contredire. Ils sont pas en train de se contredire. C'est des personnes différentes qui agissent de façon différente. Ça change, ça évolue. Alors, Non, je suis avec toi parce que si c'était tout contrôlé par les mêmes personnes, on va dire, c'est impossible, mais on va dire que c'était comme ça, la vie serait plus claire. On voit avec les choses aléatoires, puis tout ça, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Puis c'est ça, je dis ça aux gens, ils font ça beaucoup avec les politiciens. Quand j'étais jeune, ils faisaient ça avec les gens qui travaillent dans les banques, puis avec les médecins. Maintenant, ils font ça avec les politiciens. Si quelqu'un a un titre, je suis un politicien, on assume que, lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est très intelligent, il sait mieux que moi, il a des meilleures intentions. Mais non, c'est des êtres humains. On a des bonnes personnes, on a des mauvaises personnes, on a des personnes intelligentes, des personnes incompétentes. Ça se voit partout. Alors, c'est pas un titre qui va donner des aptitudes ou des qualités. Non, on doit apprendre ça. Non, c'est ça. Puis les politiciens en particulier, mais c'est vrai en général, ces gens-là, ils tombent pas du ciel. Non. Ils viennent de nous. Je veux dire, si toi, demain matin, tu dis « OK, c'est toi le premier ministre », grand problème pour le Québec. Ouais, mais je veux dire, n'importe quel élu, 6 mois avant qu'il soit élu, il n'était pas élu. Puis il vivait comme nous, puis il faisait la même chose que nous. Puis je veux dire que c'est bon, on espère qu'on a choisi des gens qui ont des compétences, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est des surhumains non plus. Là. Ils ne tombent pas du ciel, là. Ils viennent de nous. Moi, j'ai peur pour l'avenir juste parce que le monde est plus passionné maintenant. Tout le monde est fâché vite, mais ils ne sont pas impliqués. Comme tout le monde est prêt à dire fuck ça. C'est comme on disait avant avec les policiers, never Trump, never Biden, n'importe quoi, tu rentres dans ton secte, mais tu n'es pas prêt à faire des petits changements pour améliorer notre futur. Non, ça non. Mais tu es prêt à crier. Alors ça me fait peur parce que quand j'étais jeune, le monde chicanait politiquement, mais il trouvait toujours quelque chose en commun. Puis OK, on va bouger ensemble, on va faire ça. Puis maintenant, je vois plus ça. Maintenant, je vois qu'on s'éloigne. Puis ça me fait peur parce que c'est difficile quand tu es trop loin de trouver votre connexion en commun. Puis on a besoin de ça parce que moi, je pense que notre futur est un peu shaky. Maintenant, tout le monde est fâché, on a beaucoup de guerres, on a beaucoup de technologies qu'on peut utiliser. Je vois que on saillit. Moi, l'expérience que je garde en tête pour ça, c'est... Je suis pas vieux, là, j'ai 36 ans. Mais je suis pas jeune non plus. Même âge. Et puis je commence à me demander, est-ce qu'il y a un moment que je me souviens, que dans le moment, je me disais « Ah, tout va bien ». Jamais. Moi, je peux pas dire « Oui, quand j'avais 22 ans, tout allait bien dans le monde ». Pas de guerre, pas de pauvreté. Ouais. Alors, et puis ça aussi, il faut être très conscient, c'est un biais naturel du cerveau humain. On met toujours l'alarme sur le présent.
Et puis, on a tendance à oublier que dans le passé, on avait aussi l'impression que tout allait toujours mal. C'est normal que notre attention va toujours envers ce qui va mal parce que ce qui va bien, on n'a pas besoin de régler ça. C'est squeaky wheel gets the oil. Très bien dit. Ouais. Alors, quand on pense au passé, on oublie qu'on avait toujours la sonnette d'alarme qui jouait aussi, puis on se regarde et on dit ça n'allait pas si mal que ça. Alors moi, je suis convaincu que dans 15 ans, dans 20 ans, il va y avoir 2 gars dans un podcast qui vont se dire il me semble qu'en 2024, là, on n'était pas en train de se chicaner, puis que ça allait bien, puis qu'aujourd'hui, on est tellement polarisé. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. C'est l'état normal de l'humain d'être dans une espèce de conflit, puis pas conflit violent, là, mais on est constamment en train de jouer un équilibre entre des intérêts qui sont complexes, qui sont pas toujours alignés. Et puis, c'est un processus de renégociation qui est perpétuel et qui peut toujours donner l'impression qu'on est tout le temps en train de se chicaner. Mais je pense pas que, je veux dire, le présent, que l'état actuel des conflits sociaux est pire qu'il l'a, est nécessairement beaucoup pire qu'il a déjà été dans le passé. Tu sais, dans le passé récent, on va dire les derniers 20 ans. Ouais, tu sais, moi, je me souviens, là, le lendemain, le 1er novembre 1995, ça, c'était le lendemain du référendum de 95 où la différence entre le oui et le non, la question la plus émotive, la plus chargée dans une génération, c'était de 0,6 %. Puis le lendemain, tout le monde est allé travailler. Il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a personne qui a lancé de briques. Il n'y a personne qui a lancé de cocktail Molotov. Ça ne s'est pas tiré dessus. Alors, malgré le fait que c'était ça, c'est de une bonne loin... petit détail de oui. qui se connaît comme un peuple. Exactement. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et puis, si on avait demandé le 28 octobre... Si on avait pris le pouls des gens, à quel point c'était chargé, à quel point on se sentait polarisé, divisé, c'était la période la plus polarisée de l'histoire du Québec moderne, au moins. Et puis pourtant, après, on a continué de vivre ensemble. Alors, tant qu'on peut se sentir chargé, se sentir impliqué, se sentir en conflit, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut voir comme étant quelque chose de propre à notre période. Il faut prendre un pas de recul, le relativiser, puis essayer de cadrer ça dans un contexte plus vaste. Puis j'ai l'impression, à mesure que moi, je deviens de plus en plus vieux, j'ai de plus en plus de facilité à le faire parce que je compare à... Je me souviens de l'élection de George Bush, où après le 11 novembre... C'était chargé. Oui, c'était chargé. Puis on se disait, ça y est, tu sais, on n'a jamais été aussi chargé. On n'a jamais été aussi divisé que ça. On disait exactement la même chose. Oui, ils ont triché. Juste un menteur. Oui. C'est constamment en train de dire ça. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, en fait, dans des périodes qui sont difficiles. Mais il ne faut pas voir ça comme étant signe de l'apocalypse. On n'a pas perdu encore. Non seulement on n'est pas perdu, c'est preuve qu'on se connaît, qu'on se trouve. On ne se chicane pas avec des gens qu'on ne connaît pas. On ne se chicane pas avec des gens qu'on ne partage pas. C'est une bonne chose tant que ces chicanes-là restent dans une perspective où on peut être en désaccord sur des idées, on peut avoir des désaccords très passionnés sur des idées, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en veut personnellement. Demain matin, on va aller travailler quand même. On ne va pas se lancer des briques, puis on va s'asseoir un côté de l'autre dans le métro, puis on va ouvrir la porte de la madame enceinte pareil. Là. Ouais, j'aime que tu as dit ça, tu as changé mon avis. Maintenant, tu m'as rassuré un peu parce que tu as raison, ouais. Ben, je sais pas si j'ai raison, mais c'est Non, mais pour moi, comme vue, je vois ça, si on s'éloigne un peu, il y a une grande différence. Puis je pense que tu as raison parce que moi, je me rappelle, parce que tu parlais de ça, les 2000 avec les Bush. Tu sais, moi, j'ai essayé Bush. Moi, je me souviens quand j'étais allé faire les protestes, quand ils voulaient faire la guerre avec l'Irak avant qu'ils rentrent, puis tout ça. Puis je me souviens comment tout est chargé. Puis on avait l'impression, comme maintenant, que tout va finir bientôt. Tout est... Ouais, puis c'était pas ça du tout. Puis, parlons à la génération de nos parents avec la guerre au Vietnam. Si on remonte à avant, il y a toujours eu quelque chose. Et puis, on avance quand même, puis on continue à vivre quand même. Puis c'est pas pour dire que c'est garanti. Je veux dire, ça arrive des fois que ça pète. Ça arrive des fois que les gens perdent le contrôle. On a une responsabilité à faire notre part. Tu sais, c'est quand qu'on est maintenant ceux qui sont... La génération qui est dans la fleur du contrôle, on a la responsabilité de recevoir ce qu'on a, de le maintenir et de le perpétuer au prochain. Puis ça se peut qu'on échoue à faire ça. C'est arrivé, là, je veux dire, des guerres civiles, ça arrive. Mais notre responsabilité, c'est juste de dire, OK, on va continuer à avoir nos discussions, nos débats, dans la passion, mais aussi dans
l'amour, Ouais. dans le respect, et puis on va les passer inachevés à ceux qui vont venir après nous, puis on va espérer leur avoir donné un bon exemple de comment continuer à faire ça. Est-ce que quand tu es à New York ou à Londres, est-ce que la conversation est vraiment autour de qu'est-ce qui se passe à Israël maintenant ou est-ce que le monde parle d'autre chose? Parce que pour moi, qu'est-ce que je vois, mais je sais pas si c'est vrai si le monde parle toujours de ça. C'est toujours ça récemment. C'est toujours ça. Puis la guerre avec l'Iran, peut-être. Puis tout ça. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ça que tu vois, que tout le monde il pense juste à ça? À Londres, il y a certainement beaucoup de manifestations. OK. Il y a des manifestations. Je suis au London School of Economics. Il y a des manifestations presque tous les jours. Ça, c'est pas des énormes manifestations. C'est pas. Mais il y a des rallyes, il y a des drapeaux, il y a des gens qui se parlent. Mais l'énorme majorité du temps, c'est pas ça qui occupe la grosse part de l'opinion publique. Là-dessus, il faut aussi faire attention aussi, parce que je me rappelle, je vivais à New York. Et puis, bon, pendant la pandémie, pour une période de la pandémie, je suis revenu à Québec parce que, comme tout le monde, j'étais en télétravail. Puis je me disais, si c'est la fin du monde, je vais vivre la fin du monde avec ma famille. Mais j'étais à New York et puis, après ça, je suis revenu au Québec. Je regardais les nouvelles, ce qui se passait. Puis là, il y a eu les manifestations de Black Lives Matter, par exemple. Ouais. Et puis là, ce qu'on voyait de New York, c'était la ville au complet est en feu. Puis les gens sont en train de lancer des briques. Puis, mais je regardais, puis je disais, bon, ben, c'est c'est un coin de rue. Puis là, bon, ça c'est le même coin de rue. Là, OK, on a un troisième angle, ça, c'est encore le même coin de rue. Et puis là, j'appelais mes amis qui, eux, vivaient là. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, tu sais, écoute, oui, il y a eu une manifestation, là, puis il y a un char qui a brûlé, mais c'est pas la ville au complet. Là. Alors, nous, tout ce qu'on voit, c'est là où les caméras vont, puis on se dit, ça doit être représentatif de la ville au complet. Mais ça ne l'est pas. Arnel, est-ce que tu essaies de me dire que les nouvelles mentent des fois? C'est ça que tu veux me dire? Non, je vais pas croire ça. Je pense pas croire qu'il y a du fake news. pas que les nouvelles mentent, mais je pense que les nouvelles, leur job, leur responsabilité, c'est d'attirer l'attention envers ce qui est différent. Ouais. Alors, tu sais, ça vaut pas la peine de dire aujourd'hui au coin de rue de la 51e et 10e, il s'est rien passé. Ouais. Jamais les nouvelles vont faire ça. Pas regardé, tu vas pas écouter ça? Non seulement tu vas pas écouter ça, tu dirais, ben, ils sont pas en train de faire leur job. Leur job, c'est de trouver les choses qui devraient nous intéresser. Ce qui devrait nous intéresser, c'est souvent focaliser sur un petit point à quelque part. Et puis, c'est normal que toute l'attention soit là, mais nous, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est normal qu'ils mettent toute cette attention-là parce que cette chose-là, elle est anormale. Les choses normales ne font pas les nouvelles. C'est les choses anormales qui font les nouvelles. Alors, si ça fait les nouvelles, il faut se dire, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est pas ce qui se passe normalement. Alors, il faut juste se rappeler de ça. C'est correct qu'ils mettent toute l'attention là-dessus. Ça mérite notre attention. Mais il faut, nous, après ça, être responsables de notre consommation de l'information et dire, ils sont en train de nous montrer ça parce que c'est pas ce qui se passe normalement. Et parlant de ça, moi, je vois quelque chose, puis tu peux me dire si c'est vrai, à Londres, si c'est vraiment ça la vie. Mais je vois en ligne, ils disent qu'il y a beaucoup de tensions avec les Anglais, les Britanniques, puis des communautés musulmanes là-bas. C'est-tu juste qu'est-ce qu'on monte sur TikTok, puis juste pour créer ça? Mais toi, tu es là, tu vois pas ça, hein? C'est vraiment ça. En un an, ça m'est pas arrivé une seule fois que je sente cette tension-là. C'est intéressant. Non, on est le 6 mai aujourd'hui. Le 2 mai, j'étais à Londres. C'était les élections municipales. Londres a élu Sadiq Khan, un musulman. Rien. On n'en parle pas. Parce que c'est normal. Parce que c'est ça qui est normal. C'est ça qui arrive dans la vraie vie de tout le monde, de tous les jours. C'est des choses comme ça où tu te dis, bah ouais, mais il est musulman, mais c'est pas grave. Il a fait une bonne job, puis on est correct avec ce qu'il propose. Puis... Alors, qui gagne avec ça, comme de montrer ça, comme s'il y a des tensions partout? C'est ça que j'essaie toujours de trouver. Comme c'est juste pour les views, pour les clics, comme on a dit, tu as besoin d'un peu de quelque chose qui est sensationnel. Tu sais? C'est juste ça, c'est simple comme ça, c'est même pas... Les médias d'information existent largement des fins commerciales. Et puis, là, les gens vont se dire, ça y est, il part sur une chire de complotiste à dire... Non, c'est simple, c'est une constatation. Pour qu'ils soient viables, pour qu'ils soient capables de remplir leur mission de nous informer correctement, il faut qu'ils captent notre attention. Pour capter notre attention, encore une fois, ça revient au biais naturel du cerveau humain. Notre attention va aller là où on a peur, généralement. La peur, c'est la meilleure façon de garder l'attention des gens, puis ça, c'est pour des raisons évolutives. S'il y a quelque chose qui te fait potentiellement peur et il y a quelque chose qui te fait potentiellement plaisir, et puis tu t'ignores la chose qui te fait peur, tu meurs. Ouais. Alors, le cerveau humain est conçu pour ça. Alors, ils vont naturellement nous montrer des choses de façon à encourager une réaction
émotionnel qui capte et qui maintient notre attention. Puis ça, je le sais pour avoir parlé à plusieurs journalistes, eux sont les premiers à haïr cette réalité-là. C'est pas ça qu'ils veulent faire. Mais on existe dans un contexte où l'information est un bien économique qui peut seulement être viable tant que c'est économiquement viable. Alors, s'ils veulent pouvoir remplir leur obligation de nous informer, ils doivent le faire à l'intérieur d'une contrainte économique, ce qui les force à avoir un élément de cette sensation-là qui est le sentiment d'alerte, l'alarme qui sonne, parce qu'on n'ignore pas une alarme. Alors, tant qu'eux sont capables de nous toucher ce sentiment d'alarme-là, ils savent qu'ils ont notre attention. Après ça, ils peuvent essayer de nous passer de l'information adéquate là-dedans. Mais c'est une réalité économique qui est un peu... C'est comme ça qu'on a conçu notre société économique actuelle. Je pense pas qu'il y a qui que ce soit qui l'a fait par malice. Je pense que personne qui s'est levé un matin en disant comment je peux vraiment scraper l'information. C'est juste évolué comme ça. Ça a évolué comme ça a évolué de cette façon-là pour des raisons qui sont sûrement individuellement nobles. Tu sais, l'expression en anglais « The road to hell is paved with good intentions ». Je pense que à chaque étape, quand les gens essayaient de dire « Bon, mais comment on va faire pour... comment il faut qu'on trouve quelque chose », les intentions étaient bonnes, mais juste malheureusement, on est rendu tellement avancé dans un système qui est conçu d'une certaine façon que c'est tellement difficile de reconcevoir comment faire de l'information que je ne sais pas c'est quoi la solution. Mais je sais que les journalistes eux-mêmes sont très conscients de ce problème-là. Les journalistes eux-mêmes voudraient le faire de façon différente. Mais comment? Puis ça, j'ai pas la réponse. Puis jusqu'à date, la personne qui va avoir la réponse à ça, là, va changer le monde. Est-ce que avec les journalistes que tu rencontres, est-ce que tu vois une différence, par exemple, ici, aux États-Unis, puis même Angleterre, comme ils ont-tu peur de dire la vérité? Ou est-ce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir de faire ça? Parce que chez les États-Unis, le First Amendment, c'est vraiment, vraiment fort. Ici, pas vraiment. Ici, c'est différent. Puis le monde ne parle pas de ça. On pense que tout le monde a le freedom of speech. Mm-hmm. Il y a un pays qui a ça, c'est les Américains. Puis on le traite comme si c'est partout, ça fait partie de notre culture. Mais non, on voit les films puis on aime ça, mais c'est pas vrai. Même chose en Angleterre, ils n'ont pas ça. C'est juste les Américains qui ont ça. Puis eux, ils parlent de ça, comment ils ont peur, ils ne veulent pas perdre ça. On peut avoir un politicien qui nous arrête. Mais aussi au Canada, moi, je vois de plus en plus que nos constraints sont un peu bizarres. Puis pas juste à cause de Mike qui est allé à cause d'une joke, même en général, avec le nouveau hate speech laws qui ont essayé de passer. Puis dedans, là, c'est écrit, même si tu parles de quelque chose qui est contre le Canada, qui est contre l'identité canadienne, qu'on ne définit même pas. Alors ça, ça, tu peux généraliser avec quelqu'un de quoi il peut ou ne peut pas parler. Est-ce que ça rend les journalistes un peu peur que ça existe, ça? Ou ils sont comme, fuck it, moi, je vais faire ma job, peu importe, puis on va voir ce que ça donne? Le pouvoir, tu utilises le mot pouvoir, je pense que c'est le bon mot. Il faut reconnaître que le pouvoir vient en plusieurs formes. Le First Amendment aux États-Unis, par exemple, parle de la liberté d'expression sans interférence par le pouvoir étatique. C'est-à-dire, tu peux dire ce que tu veux et puis l'État ne va pas t'arrêter. Mais tu vas avoir des conséquences Il va y avoir d'autres conséquences. conséquences. Bien sûr. Si tu perds tous tes commanditaires, puis tu n'es plus capable de payer ton staff, puis tu n'es plus capable de payer tes micros, puis tu n'es plus capable de te payer ta bouffe, T'assumes. t'assumes. Ouais. On s'entend que ton pouvoir de parler, quand tu n'es pas capable de te nourrir, il est assez faible. Et puis ça, le First Amendment ne protège aucunement ton pouvoir économique d'avoir accès à un Parce micro. que tu ne peux pas protéger ça. Il y a des États dans le monde qui ont tenté de le faire, qui ont tenté de protéger le pouvoir économique des gens. Il y a beaucoup, par exemple, des États socialistes où ils voulaient non seulement planifier les pouvoirs étatiques, mais aussi planifier les pouvoirs économiques qui ont tenté de le faire. Ça marche pas jamais. fonctionné. Non, ça fonctionne pas. Et puis, je pense pas que c'est ça l'avenue. On l'a essayé, great. Les tentatives ont montré que ça, c'est pas un système qui pour d'autres raisons très complexes, n'est pas particulièrement viable non plus. Alors, oui, certainement, le pouvoir de parler est beaucoup plus complet aux États-Unis au sens étatique, mais au sens économique, il l'est beaucoup moins. Et puis, c'est beau dire que tu as le pouvoir théorique de faire quelque chose. Si tu n'as pas la capacité pratique de le faire, tu l'as pas, ce vrai pouvoir-là. J'ai l'impression que les journalistes sont très, très conscients de leur peur pour eux, c'est pas de perdre le pouvoir étatique de parler, c'est de perdre le pouvoir économique de le faire. Perdre leur job. Ouais. Et puis, ça, c'est beaucoup plus à l'avance dans leurs préoccupations que la peur de se faire censurer par le CRTC. Mais ça, ouais, bien sûr, je vois ça, mais ça, c'est quelque chose qui va comme...
il y a des gens qui vont pas être d'accord avec toi, c'est sûr. Certainement. C'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que je trouve maintenant. Tu sais, un gars que je dis que je n'aimais pas, George Bush. Mhm. Je veux récemment des petites clips de lui, puis je me suis aperçu de quelque chose. Oh shit, ça, c'est un bon exemple. Lui, il se laissait faire, tu sais, le monde le critiquait, puis des fois, même avec des journalistes, ils disaient non, je sais pas, tu as le droit de dire ça. Tu sais. Ouais. Lui, était vraiment, il comprenait ça, que non, c'est très dangereux. Si moi, je dis à lui, tu peux pas me critiquer, ça devient très dangereux, tu sais, c'est très important pour le pays. Puis ça venait de quelqu'un que moi, je pensais que c'était un imbécile, un peu un goofball, mais au moins, il comprenait que pour la cohésion sociale, tu dois accepter du criticisme. Il doit te critiquer. C'est ça la job des journalistes. Tu peux pas les attaquer et dire tu vas te perdre ton job parce que tu parles du président. Non, ça marche pas comme ça. Mais maintenant, je pense qu'on perd. Puis tout le monde, comme tu as dit, a peur de je vais-tu perdre ma job? Je vais-tu faire ça? Puis moi, je ne dis pas des propos extrêmes. Si tu sors puis tu es comme, je sais pas, on doit enlever les Grecs, et plus de Grecs, plus de Haïtiens au Canada, des choses extrêmes, c'est sûr que tu vas perdre quelque chose parce qu'il n'y a pas une base logique. C'est juste des points de vue agressifs, extrémistes. Je parle pas de ça. Moi, je parle des journalistes ne devraient pas avoir peur de perdre leur job. Si c'est des choses logiques, moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis je pense que tel, ils devraient pas avoir payé. Moi, je dis pas une garantie économique comme non, on va te payer même si tu perds ton job, mais ils ne devraient pas perdre leur job juste parce qu'ils sont pas d'accord avec tel politicien, tel point de vue, puis tout ça. Ça devrait faire partie de notre culture que, on va parler de ça. C'est bon, il va amener des idées différentes. Pourquoi pas? On peut le discuter. Mais pas de perdre leur job à cause de ça. Tu sais, c'est pas un point de vue agressif, extrémiste. Mais je pense que tu as frappé directement le clou sur la tête en disant que c'est une question culturelle. Parce que je suis d'accord, là, dans un monde idéal, un journaliste ne devrait pas avoir peur de perdre sa job s'il dit quelque chose qui va à l'encontre d'un pouvoir, d'une popularité quelconque, mais en même temps, ça veut dire soit on garantit leur paye par le gouvernement, comme par exemple on le fait pour les professeurs. Les professeurs quand ils sont tenured, leur job est essentiellement garanti, ce qui leur donne une énorme liberté académique parce qu'ils n'ont pas peur de perdre leur job. Alors, on pourrait créer une espèce de système de même où... Ça, j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Puis la raison que j'aime pas ça, c'est que les gouvernements vont choisir des journalistes qui vont toujours leur être gentils et favorables. Alors ça peut pas être ça. Puis je pense pas que c'est ça qu'on devrait faire. Alors, si c'est pas ça, il faut trouver une autre façon de les financer. Puis si on les finance pas par le gouvernement, on va les financer par des commanditaires privés. Alors là, les journalistes vont faire quoi? Les journalistes vont avoir peur de dire quelque chose qui va contre leur financement privé. Ils ne vont pas vouloir parler contre les compagnies qui achètent de la publicité sur leur plateforme. Alors ça aussi, ça devient un problème. Alors ça peut pas être... Je veux dire, la solution ne peut pas être purement une solution de libre marché parce que là, le pouvoir devient le pouvoir économique, puis c'est ça qu'il va contrôler. Ce qui reste présentement comme une troisième option, c'est l'espèce de modèle Patreon, où, disons, tu peux t'abonner au journal, par exemple. Je dis pas Patreon, mais c'est pas nouveau là, comme concept. Acheter ton journal, puis c'est les abonnements mensuels au journal qui payent les journalistes. Ils font ça déjà, ouais. Ça se fait depuis toujours. Ouais. C'est très, très vieux. Mais c'est que maintenant... Mais je veux dire, même en ligne maintenant, tu peux faire... I think le Washington Post fait ça, que tu rentres, puis comme, paye 3 pièces par mois. Puis fondamentalement, je veux dire, moi, un de mes voisins, quand j'étais enfant, il était camelot. Là. Tu payais un abonnement mensuel pour recevoir ton journal. C'est la même chose que le recevoir en ligne. C'est pas nouveau comme c'est concept. vrai, t'as raison. Alors, ça fonctionne, mais tant aussi longtemps que les gens sont prêts à payer pour de l'information. Et puis maintenant, avec l'information, on vit plus dans une réalité où l'information est une donnée rare, c'est une donnée extrêmement abondante. Alors, les gens ne sont pas autant prêts à payer pour de l'information. Ce qui fait que là, tu te poses la question, mais tu le finances comment? Tu ne peux pas le financer par le gouvernement parce que ça crée des incitatifs à avoir une source d'information la propagande. Tu ne peux pas entièrement te fier à du financement par des commanditaires parce que ça crée une source de pouvoir où c'est les intérêts financiers des grandes compagnies qui vont contrôler les nouvelles. C'est ça, tu ne peux pas parler contre eux, comme on a vu avec CNN récemment. Exactement. Et puis, la réalité, c'est que les gens ne sont pas présentement prêts à payer individuellement de leur poche pour recevoir de l'information. Alors, comment on en crée de l'information? Puis ça, j'ai pas la réponse. Ça tombe à des gars comme nous, des conversations juste pour faire penser, puis peut-être quelqu'un va être intéressé. Peut-être, mais c'est ni moi ni toi qui va investiguer McKinsey. C'est ça le problème. On n'a pas les moyens. Alors, et puis ça, c'est hyper important. On va être bien bon pour commenter après, mais il faut que quelqu'un fasse le travail de passer des mois à aller undercover, s'il faut, à fouiller à travers, à faire 1001 demandes d'accès à l'information. Puis ça, c'est énormément de travail. Ça, c'est des journalistes qui le font. C'est pas moi, c'est pas toi. Puis si on perd ça, on perd tout le reste. Puis ça, cette chose-là, cet aspect-là, on ne sait pas présentement comment le financer. Et puis jusqu'à ce qu'on ait une réponse à ça, tout le reste est en péril. Ça tombe quelque part dans le milieu.
financement privé, mais par les gens qui aiment ça, mais à cause qu'on n'est pas prêt, comme, tu sais, on est prêt à payer des humoristes pour le Patreon et tout ça, on aime, tu sais, mais on n'est pas vraiment prêt à payer pour, tu sais, on va dire, investigative Le bureau journal. d'enquête. Ouais. Le Ah, bureau, ouais, le- exactement. le bureau d'enquête fait un travail là, incroyable. Le bureau d'enquête, c'est une institution de Québécois, Mhm. Québécois pas toujours populaire, mais le bureau d'enquête du Journal de Montréal a mis à la lumière tellement des scandales qui ont défini la politique québécoise sur les 20 dernières années grâce au fait que tu avais des gens qui étaient non seulement prêts, mais qui avaient le financement nécessaire pour passer des mois, des fois des années à faire des investigations profondes pour aller creuser, trouver la vérité et le donner au peuple par la suite. Mais on avait des modèles de financement pour ça. On n'en a plus. Et puis, il faut les retrouver, sinon on va retomber dans les 3 problèmes qu'on a. Puis Mais on n'a va pas de dire, solution. bureau d'enquête, s'il y avait quelque chose intéressant dedans québécois, est-ce qu'il était prêt à rentrer puis dire, écoute, il y a des choses qui se passent? C'est une bonne C'est question. ça le problème. Ouais, est-ce que je pense que oui. On peut pas, je pense pas qu'on peut se fier au bureau d'enquête pour enquêter sur Québécois. Mais peut-être que la solution à ça, c'est de dire bon, ben, le Devoir va avoir son bureau d'enquête aussi. Puis le Devoir va check le Québécois, puis le bureau d'enquête de Québécois va check le Devoir. Puis entre eux, si ça fonctionne, ça pourrait être ça. Ça, c'est un modèle. Mais ça reste que fondamentalement, il faut avoir un moyen de le financer. Puis en plus, s'ils se parlent behind the scenes, puis ils disent, non, on fait pas d'enquête. Ouais, mais ça, on le contrôle pas. Puis ça, je pense que là-dessus, c'est une des façons qu'on peut protéger contre ça, c'est que, ben, écoute, moi, là, si j'apprends que le bureau d'enquête de Le Devoir a trouvé des magouilles dans Québécois, ça va m'intéresser. Je veux le savoir, ça. Puis de la même façon que si le bureau d'enquête de Québécois trouve des magouilles au Devoir, je veux le savoir. Ça aussi, on parle en termes hypothétiques, là. Mais ça revient à comment on paye quelqu'un quelqu'un qui a un haut niveau d'expertise, qui a passé beaucoup, beaucoup de temps à pratiquer son métier pour qu'il soit assez bon pour être capable de faire ça. Comment on le finance? Je veux dire, la solution idéale, ce serait qu'on retrouve une culture de financement individuel où les gens soient prêts à payer pour de l'information de qualité. Comment on retourne à ça? Ça, c'est un changement culturel que, je veux dire, on ne change pas une culture sociale en claquant des doigts. Non. Puis je pense, tu étais aux États-Unis, alors tu sais, Project Veritas, James O'Keefe, au début, moi, j'étais très excité de ça parce qu'il rentrait partout et tout ça. Maintenant, je le niaise un peu sur la scène juste parce que chaque fois qu'il veut investiguer quelque chose, il sort en date. Je peux pas arrêter de rire avec lui parce que c'est cool qu'il aime, tu sais, il veut investiguer tout, mais son technique, c'est, écoute, moi, je vais sur Grindr. Je trouve un homme qui travaille là-bas. Je fais comme si je suis gay, puis comme, bro, juste dis que t'es gay. Il y a quelqu'un qui te donne même pas de l'information, mais t'es comme, non, moi, on sort en date. Moi, je prends ça très Ben, sérieux. écoute, si c'est Grindr qui va financer le journalisme à l'avenir, là, peu importe comment. Là, Mais c'est juste absurde. Tu comprends? À chaque fois que tu dois utiliser Grindr, t'as pas d'autre manière. C'est juste, tu comprends? Non, c'est parce que j'aime le journalisme. C'est ça que t'aimes. C'est le journalisme. Non, mais tu sais, des Alors, fois, je ris avec lui. S'il rallie le plaisir et le travail, moi, Juste dis-moi-le. Moi, j'ai pas de problème, Ouais. mais dis-moi-le. Arrête de faire comme, je fais ça pour vous. Arrête, bro. T'as pas soucié le gars pour moi, OK? T'avais pas besoin. Il avait déjà donné son information. C'est juste, tu voulais terminer ton date, là. Mais je trouve ça intéressant que lui était prêt à faire tout ça. Mais lui aussi, en termes de financement, OK, il y avait beaucoup de gens qui abonnaient et tout ça. Mais je pense qu'il y avait aussi un aspect privé, financement privé. Ouais. Ce qui veut dire que, OK, c'est cool qu'il va investiguer Pfizer et tout ça, mais c'est sûr qu'il va pas investiguer la compagnie privée, je ne me souviens pas c'était qui le finance. Sûrement pas. Alors, il y a un grand blind spot. Et puis, même si c'était quelqu'un même si c'était un saint, c'était quelqu'un qui avait la vertu absolue et qui était prêt à dire oui, c'est Pfizer qui me finance, mais je pense que Pfizer fait de la magouille, fait que je vais aller voir Pfizer pareil. Ça, c'était cool. Même si c'était quelqu'un qui avait ce niveau de vertu-là, moi, je ne ferais pas confiance pareil. Puis on ne devrait pas lui faire confiance pareil parce qu'on ne peut pas miser sur le fait que les gens soient des anges. Merci. Alors, même ça, c'est pas viable comme modèle, je pense. Et puis, tu sais, je reviens toujours à dire, c'est super facile de dire ce qui marche pas. Là. Puis je le reconnais, je sais pas ce qui fonctionne, je sais pas c'est quoi le modèle de financement, je sais pas. Est-ce que ça veut vouloir dire que le bureau d'enquête va financer par Patreon? J'en ai aucune idée. Ça, c'est quand même intéressant. Peut-être. Ça pourrait être ça. On dit Patreon, mais en général, le peuple, Ouais. tu sais, j'aime ça, je m'abonne. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que moi, j'ai cet avantage-là, c'est avec l'humour. Ouais. Je parle aux personnes qui ont payé pour des billets. Mhm. Alors, je n'ai pas à appeler quelqu'un qui m'haït, qui ne vient pas au show. Ouais. Mais ça, c'est ma job à moi. Ça, c'est l'humour, Ouais, le mais c'est stand-up. ça. Serais-tu capable de faire ça en disant hey, achète mon billet pour peut-être dans 6 mois, je vais peut-être avoir une joke que tu vas peut-être trouver drôle? C'est ça qui est difficile. Ouais.
avec les journalistes. Puis moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, puis je voyais les journalistes qui étaient « Hey, on va investiguer ça, les crimes de guerre, on rentre là-dedans. » Ça, c'était quand même cool parce que moi, j'ai appris beaucoup. J'avais une grande appréciation pour les journalistes. Quand j'étais jeune, le journalisme était très important. Quand j'étais jeune, on voyait ça comme des détectives. Oui. C'était des héros, les journalistes. Ouais. Puis ça changeait, c'est comme maintenant, c'est comme, OK, j'ai l'impression qu'ils ont perdu des plumes. Ouais, c'est qui le paye. C'est Alors ça. là, c'est comme, fuck, la perception. Même avec les policiers, la perception a changé dans mon temps. Même tu sais, la perception a changé beaucoup avec les infirmières. Aussi, c'est vrai, oui. C'est un autre bon exemple. Et la perception change tout le temps, puis c'est bizarre de voir ça. C'est très, très bizarre de voir ça parce que c'est quand même des postes importants dans une société moderne. Ouais. Mais, tu sais, dans un moment, ça change tout. Ouais. Une personne fait une grande erreur ou on trouve quelque chose, on fait une enquête, ça gâche la vie de tout le monde qui fait partie de cette communauté-là. Ouais, ben, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, au fait qu'on a comme l'impression qu'il y a un monolithe en contrôle, là, que toutes les infirmières se parlent et sont toutes d'accord pour faire la même chose. Non, c'est pas ça, là, mais parce qu'on a cette impression-là, il s'agit qu'une personne dise une chose, puis là, soudainement, tout le monde comme lui, tout le monde comme elle sont sous la loupe et on les aime plus. Ouais, on est facile à manipuler comme ça. Oui. Les êtres humains, Ben, c'est absurde. On a souvent l'impression que on est intelligent puis on est bon. Mais non, man, le cerveau humain est une machine à raccourcis intellectuels pour pas se faire manger par un tigre. C'est ça, là. C'est ça. Faisons pas semblant qu'on est tous des illuminés. On ne l'est pas, là. On a tout ce qu'on pense être notre cognition, notre intelligence, tout ça, c'est une très, très, très mince couche qui est assise sur des centaines de milliers d'années d'évolution, de raccourcis, parce que celui qui prenait une demi-seconde pour réfléchir et apporter de la nuance se faisait manger. On n'est pas fait pour faire ça. Il faut qu'on soit conscient de cette réalité-là, puis ça demande une discipline constante de se rappeler. Est-ce que tu vois, comme les Américains maintenant, avec toute la tension avec les élections qui arrivent, est-ce que tu vois la tension, c'est-tu plus comme extrême ou moins que ce que c'était ça fait il y a 4 ans? Qu'il y a 4 ans, je sais pas. Comparable. Je me souviens de l'élection il y a 4 ans, je me souviens d'être... c'était la première fois en une génération qu'il n'a pas été capable de déclarer le vainqueur en dedans de quelques jours. Même je me souviens quand c'était Bush-Gore, ça a pris 3 jours à la Floride, les gens capotaient. Ça a pris quoi? Ça a pris 1 mois? Décider c'était qui le gagnant de l'élection? C'était très bizarre. C'était très, très bizarre. Ouais. Alors, une chose que je pense puis encore une fois, je ne suis pas historien, mais j'ai l'impression que les 50 dernières années ont été une période anormalement calme en politique. Si on regarde, par exemple, l'histoire des États-Unis, le vice-président Aaron Burr a assassiné dans un duel l'ancien secrétaire de la finance, Alexander Hamilton. Ouais. Imagine si ça arriverait ça aujourd'hui. On dirait ça serait cool! Ben, c'est sur pay-per-view. C'est Dana White qui va annoncer ça. Peut-être, mais je veux dire, alors, la politique aux États-Unis, ça a toujours été le chaos total. Puis ça fonctionne. Parce que c'est ça l'être humain. Oui. Et puis, il ne faut pas voir ça comme signe que les choses vont mal. Il faut juste le reconnaître dans son contexte que c'est le chaos, mais le chaos, c'est le statu quo, puis somehow we manage. On ne sait pas trop comment, mais puis je dis ça, somehow, c'est pas... À vrai dire, il faut réaliser que malgré tout ce chaos-là, le fait que ça fonctionne, ça revient au fait que nous, en tant qu'êtres humains, fondamentalement, on veut le bien des uns et des autres. Que oui, malgré toutes les forces qui sont là à essayer de nous déchirer de partout, puis c'est là qu'on met notre attention parce que c'est là que c'est dangereux, c'est là que c'est anormal, on ne voit pas que à tous les jours, il y a des milliers de petites forces humaines, de simples gens qui font un petit effort pour se rapprocher un peu plus l'un de l'autre. Puis c'est ça qui nous garde ensemble. Puis ça existe toujours. Ça va toujours exister. Et puis tant que ces 1000 petites forces-là qui nous rapprochent restent plus fortes que les quelques grandes forces qui essayent de nous déchirer, on va être correct. Puis ça, ces petits efforts de rapprochement-là, on peut tous les faire, on les fait tous, puis c'est notre responsabilité de nous tous. Et puis, il faut mettre notre confiance là-dedans. Parce que si on perd confiance au fait que notre voisin va faire sa part des choses pour nous rejoindre là où on est, puis que nous, on est prêt à faire notre part des choses. Si on perd cette confiance-là, la cohésion sociale va s'éteindre, puis tout ce qui va rester, c'est les forces qui vont nous déchirer. Puis maintenant, est-ce que tu vois, on va dire au Québec, qu'on est... Parce que moi, mon seul problème maintenant, c'est que je vois beaucoup de petites... Tu sais, on voit comment on se déchire un peu plus en plus. Puis je sais pas quoi faire. Moi, j'ai pas la réponse. Moi, je sais pas, hey, on a besoin de quelqu'un qui nous parle de telle affaire. La seule chose que j'aime pas, c'est que
les gens, au lieu de se parler comme on fait maintenant, ils mettent toutes leurs... Ils pensent l'État va régler tous mes problèmes. Puis pour moi, historiquement, moi, c'est ça que je faisais à Concordie, c'est l'histoire. De qu'est-ce que je vois, l'État, habituellement, c'est le plus grand ennemi. Pas par exprès, comme tu as dit, c'est pas parce qu'ils ont organisé ça, mais c'est juste ça devient de plus en plus grand parce qu'on devient un peu plus en plus paresseux. Puis on arrête de faire l'affaire qui nous a ramenés ici, à la danse. C'était que tu travailles avec tes voisins, tu regardes tes voisins s'ils ont besoin de quelque chose, tu fais des efforts toi-même. Oh, je veux créer, je veux pas que quelqu'un me donne quelque chose, je dois travailler pour créer. Puis on perd un peu ça, l'État devient plus grand, on donne plus en contrôle de l'État. Et là, on va arriver à un moment où, oh shit, l'État ne peut pas contrôler tout parce que l'État ne peut rien faire si nous, on ne travaille pas, si nous, on ne fait pas nos efforts. Puis je vois ça, puis je ne sais pas comment sortir ce message-là que, hey, oui, il y a des problèmes, mais ça tombe à nous. Arrêtez de penser que c'est eux qui vont nous régler le problème. C'est pas eux. Eux vont parler, mais c'est vraiment nous. Ça vient à tout le monde ici de continuer de travailler puis de créer quelque chose. Sinon, on est fini. Je ne sais pas comment sortir ce message-là. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un vecteur, comme les choses sont pires ou meilleures qu'avant. C'est une tension constante qui existe dans toutes les sociétés, qu'elles soient démocratiques ou non. Elle est beaucoup plus présente dans les sociétés démocratiques, mais fondamentalement, toutes les sociétés ont cette tension-là entre la réalité qui est, si tu veux être un politicien, la chose la plus puissante que tu peux faire, c'est dire et convaincre les gens « fais-moi confiance, je m'occupe de tout ». Si un politicien est capable de dire ça et que les gens y ont confiance, ce politicien-là va être garanti d'avoir le pouvoir. Mais c'est aussi la chose la plus dangereuse qu'un politicien peut dire parce qu'après ça, les gens se font « Ah, ben moi, j'ai plus rien à faire ». Et cette tension-là entre la façon pour un politicien d'aller chercher le pouvoir et le fait que c'est une façon dangereuse pour nous de donner le pouvoir aux politiciens, elle existera toujours. Puis nous, il faut juste qu'on en soit conscient. Puis je pense que, je veux dire, une des choses les plus importantes à faire, c'est juste de rappeler les gens constamment. Il faut toujours, entre nous, qu'on se le rappelle de ça, que fondamentalement, la responsabilité ultime pour le bien-être de notre collectivité, ça nous revient à tous, puis on ne peut pas la déléguer complètement. On ne peut jamais la déléguer complètement. Souvent, en réaction à ça, je vais dire aux gens, je me fais souvent poser la question, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que simple citoyen? Puis de un, faut pas s'imaginer qu'un simple citoyen peut changer toute la société. Si c'était le cas, on ne vivrait pas dans une démocratie, ce serait une tyrannie. Mais le geste le plus radical qu'on peut faire aujourd'hui, le geste démocratique le plus radical qu'un citoyen peut faire aujourd'hui, c'est d'aller cogner à la porte de son voisin puis se présenter. Puis dire « Bonjour, moi je m'appelle tel, je vis à côté. Si jamais tu as besoin de quoi, voici mon numéro, texte-moi, viens cogner à la porte. » Peu importe. Ça, c'est le geste, je suis convaincu. Le geste le plus important, le plus puissant et le plus radical qu'un citoyen peut faire, c'est ça. C'est de connaître ses voisins, c'est d'être capable de les aborder, de leur parler. Je veux dire, ici, il y a combien de personnes à Montréal, à Québec, dans n'importe quelle ville, qui vivent, qui partagent littéralement un mur avec quelqu'un d'autre, qui dorment à 10 pieds de quelqu'un d'autre, séparés par un mur, qui ne connaissent pas leur nom. Comment après ça, tu es supposé t'organiser? Comment après ça, tu es supposé résister à quelqu'un qui abuse de son pouvoir? Comment après ça, tu es supposé faire un contrepoids démocratique si tu n'es pas capable de même connaître la personne? Ou littéralement, là, tu l'entends ronfler la nuit des fois. Genre, c'est le geste le plus important, le plus radical, le plus puissant qu'un citoyen peut faire, c'est connaître les noms de ses voisins, avoir une relation avec. C'est vraiment à l'américaine, ça. Je sais, je lis beaucoup de leur histoire. Puis au début, c'était vraiment ça. C'était comme... on doit se tenir ensemble puis voir si l'autre a besoin de quelque chose parce que sinon, le gouvernement va faire leur propre chose puis on doit se défendre contre le gouvernement. Mais c'est un peu une mentalité... c'est partout comme ça. Moi, je suis convaincu que c'est partout au monde, c'est pas juste ici, qu'on oublie ça. Puis moi, c'est bizarre parce que quand j'essaie de décrire comment est-ce que moi, je vois le monde et tout ça, moi, j'ai comme évolué. Puis je pense plus à l'individu puis aux droits de l'individu puis tout ça, mais pas dans une manière selfish. Pas comme je vais faire ça pour moi puis fuck toi. Pas ça du tout. De prendre soin de moi pour que je puisse prendre soin de toi puis tout ça. Je veux pas que quelqu'un d'autre vienne pour nous contrôler. Moi, je veux juste que nous, on a les droits puis l'État a un peu plus peur de nous. Tu sais, parce que hey, si on voit quelque chose qu'on n'aime pas, on va le dire puis on va t'arrêter. C'est ça que je veux, mais c'est difficile d'exprimer ça à des gens parce qu'on a grandi quand même dans un environnement très socialiste au Canada en général. Alors, quand tu parles un peu des droits de l'individu, puis hey, tu dois prendre soin de toi,
beaucoup de gens prennent ça comme « Oh, alors tu veux pas aider le monde? Tu veux juste t'enfermer? » Puis c'est pas ça du tout. Je veux juste qu'on a le pouvoir pour qu'on puisse aider quelqu'un. Mais on n'a pas, si on n'a pas de pouvoir, si on n'a pas de liberté, liberté de l'individu, on peut pas s'entraider. On peut rien faire. On doit attendre l'État. Alors, c'est une ligne très, très fine que j'essaie toujours de naviguer, mais c'est vraiment difficile d'exprimer ces idées-là aux gens au Canada parce qu'on n'a pas grandi dans le même contexte comme les Américains. Eux, ils comprennent ça, que quand l'État devient un peu trop grand, ça commence à devenir dangereux. Mais ici, je pense pas qu'on le voit de la même manière. Quand je parle aux gens, ils sont comme « Non, on a besoin de plus de pouvoir pour l'État. Ils vont pouvoir faire plus d'affaires. » Je suis comme, mais il ne peut rien faire. Ils ont essayé. Maintenant, on donne de l'argent, ça ne fait rien. Nos écoles, je sais qu'ici au Québec, 30% des élèves jeunes dans une école primaire vont à l'école fin. Ils ont pas, on a plein de problèmes qu'on ne règle pas, mais comment on va leur donner plus de pouvoir, plus d'argent, puis on va régler ça? J'haïs ça. Le principe de base, je pense qu'il est important de se rappeler en tête, c'est que si on veut respecter la liberté individuelle puis l'autonomie individuelle, c'est pas nécessairement parce qu'on croit que c'est en soi. Il y a plein de gens qui croient que la liberté en soi, c'est une autre chose. Et je suis d'accord avec ça. Mais c'est une valeur instrumentale. La meilleure personne, la personne la mieux placée pour savoir de quoi tu as besoin, c'est toi. Et puis, on peut dire ça sans après ça se virer de bord puis se dire donc fuck tout le monde. C'est pas ça du tout qu'on essaie de dire. Là. Mais par simple respect de l'autonomie humaine, de l'intelligence humaine normale, c'est de reconnaître que les personnes les mieux placées pour savoir c'est quoi leurs besoins, c'est eux-mêmes. Et puis, une très bonne façon de base de s'assurer que les gens sont capables de remplir leurs propres besoins, c'est de leur donner les libertés nécessaires. Puis avec tous les droits, les libertés nécessaires pour remplir leurs propres besoins, vient une responsabilité morale. Et puis trop souvent, on a l'impression que dire ça vient avec une responsabilité, on insinue là-dedans, on comprend derrière ça, responsabilité étatique, loi, police, encadrement. On peut faire confiance aux gens si on a une population responsable, que je pense qu'on a, sincèrement. L'énorme majorité des gens sont bien responsables, savent vivre en société. D'accord avec ça. On leur dit, en tant que société, on va tous ensemble protéger nos droits individuels en ayant confiance entre nous que collectivement, on va utiliser ces libertés, ces droits individuels-là de façon responsable. On va les utiliser de façon à reconnaître notre responsabilité morale envers nos voisins. Reconnaître que, justement, si je te donne la liberté de faire ce que tu veux avec ton argent, c'est en ayant confiance que si tu sens que ton voisin il a faim, tu vas aller cogner à la porte et dire hey, « Veux-tu me rendre chez moi manger à soir? » La vraie communauté. La vraie communauté. Et c'est cette notion de responsabilité-là qu'on n'a jamais fini de se le rappeler. Et j'ai l'impression que, des fois, il y a peut-être des lacunes dans nos propres institutions culturelles à rappeler ces responsabilités-là. Ben, honnêtement, c'est une bonne phrase pour terminer le podcast, Farnell. T'es un gars très intéressant. Merci. Je te souhaite beaucoup de succès, puis beaucoup d'énergie, parce que moi, je suis quelqu'un qui sait que quand tu voyages beaucoup, puis tu es toujours dans les hôtels. Le café aide. Ouais, moi, je suis la même personne que toi, je comprends ça totalement. Puis je suis vraiment fier de toi, de sortir puis faire des choses hors Québec, puis de voir le monde. Puis je pense que le monde va te voir dans les autres pays, puis ils vont penser à nous, comme les Québécois sont capables, ils font plein de choses. Alors c'est très, très cool. Puis continue toujours de dire ce que tu as à dire. C'est très important parce que si on arrête, si on a peur de dire nos vérités et tout ça, on va tomber. Alors, merci d'être venu. Puis j'espère que le monde va aimer ça. C'est un podcast très intéressant pour moi. Pour moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation puis la discussion. C'était super intéressant. Merci, Fanel. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critical